Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Max Santé. Aujourd'hui, nous parlons du cancer, une maladie qui constitue un grand défi de santé publique en République du Congo. Malheureusement, le sujet est encore tabou dans notre société, alors que les décès liés à cette maladie sont à ce jour non négligeables. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Alexis Boulenga. Il est cancérologue au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Professeur, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, madame. Mais avant la discussion, je vous propose de suivre ce reportage qui vous fera un bref aperçu de la situation du cancer au Congo. Caractérisé par la prolifération incontrôlée des cellules, le cancer est une maladie qui touche plusieurs organes du corps humain. Le sexe féminin demeure la principale victime avec plus de cas, pendant que le taux du cancer du sein chez l'homme est encore à 0,5 voire 1%. En 2022, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 2,3 millions de cas de cancer du sein, avec 670 000 décès dus à cette maladie. Les chiffres sont alarmants et ne cessent de galoper au fil des années. En République du Congo, la situation épidémiologique se présente comme suit. 2727 cas de cancer, 530 personnes touchées par le cancer du sein, 441 la prostate, 399 le col de l'utérus, suivi du foie, du colorectal et autres organes. La même année, le Congo a enregistré 1732 décès d'après le Programme national de lutte contre le cancer. Pour baisser cette courbe inquiétante, plusieurs actions de sensibilisation sont menées par le corps médical, les organisations non gouvernementales et les particuliers. Des descentes dans les milieux éducatifs, professionnels et religieux. Chaque mois d'octobre, une campagne mondiale pour accroître la sensibilisation et récolter des fonds pour la recherche est organisée. Lancée en 1985 et originaire des États-Unis d'Amérique, cette campagne dénommée Octobre Rose, qui sensibilise principalement sur le cancer du sein, mobilise les femmes autour des causeries débats et d'autres activités de sensibilisation. Pendant ces activités, les patients guéris du cancer partagent leur histoire. Malheureusement, en République du Congo, ils ne sont pas nombreux à se livrer à ce genre d'exercice. À l'occasion d'une activité de sensibilisation organisée par la Fondation Tabitha Allégresse au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, nous avons rencontré Christelle, enseignante survivante du cancer. Elle nous raconte son histoire. C'est un matin, je prends ma douche et je me rends compte que j'ai une boule au niveau du sein. Donc j'en parle à mon mari, on décide de venir d'aller à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, on voit un médecin, il nous dit de faire la biopsie. Donc il fallait faire une injection pour tirer. Après je me suis dit non, après ça va me faire mal au niveau du sein. Et on a vu un autre médecin, un chirurgien, qui a fait une opération. Donc il a enlevé la boule. À l'époque, comme on ne connaissait pas qu'il faut dire nodule, donc la boule, et il l'a envoyé à l'anapathe. Donc c'est par rapport à ça, 2 mois ou 3 mois après, il a eu les résultats. Mais entre-temps, la boule était encore ressortie. Et après on ressort, on appelle pour nous dire non, j'ai eu les résultats, il faut venir. C'est quand on arrive chez le médecin qu'il nous dit que non, elle doit aller au service d'oncologie. À l'époque aussi, je ne savais pas ce que c'était, le service d'oncologie. Et on est parti au service concerné. Et c'est là où je vais apprendre que j'ai, au niveau du sein, un début de cancer. En tout cas, la nouvelle, je l'ai mal reçue. Tout au long de notre retour à la maison, je ne faisais que pleurer parce que, avec tout ce qu'on entendait, le cancer tue. Donc, ça voulait dire que d'ici là, je vais partir. Pour guérir de sa maladie, Christelle, qui dirige désormais une association des personnes guéries du cancer, a déboursé de grosses sommes d'argent. C'est le cas de tous les malades du cancer. Les séances de chirurgie, de chimiothérapie et la prise de médicaments nécessitent d'avoir une poche bien remplie.
Le plus dur, c'est l'étape de la radiothérapie où il faut sortir du pays. Malgré la compétence des médecins, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville est en manque de plateau technique pour faire la radiothérapie, opération qui consiste à réduire les cellules cancéreuses. Comme tout autre malade guéri, Christelle a fait un voyage pour bénéficier des soins nécessaires. En fait, c'est pas facile parce que déjà, il faut d'abord faire des examens qui te coûtent de l'argent. Et après, il faut faire la chimio. Bon, je vous dis que la chimio, c'est pas 50 000, c'est pas 100 000, c'est plus de 300 à 400 000. Et on te dit qu'il faut faire ça chaque 21 de chaque mois. Et après ce traitement de la chimio, il faut maintenant partir faire la radiothérapie. Maintenant, c'est là maintenant le problème. Au Congo, il n'y a pas de radiothérapie. Il faut chercher de l'argent pour le billet, pour le séjour à l'étranger, pour le traitement à l'étranger. Donc, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Je suis partie faire ça au Cameroun. En fait, vous n'avez même plus cette envie de calculer tellement que ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Parce qu'il faut de l'argent. En tout cas, cette maladie, il faut de l'argent. Il y en a qui vendent même des terrains. Dans le souci d'accompagner les malades à la guérison, quelques associations qui luttent contre le cancer au Congo tentent, avec des maigres moyens, de soutenir quelques charges médicales. C'est le cas de la fondation Tabita Allégresse. À la salle d'entrée, donc vous voyez que notre logo est là. J'ai choisi le violet pour le ruban violet qui est celui du cancer du pancréas. Fondation Tabita Allégresse, qui n'est pas mon prénom, mais le prénom de ma mère décédée du cancer du pancréas. Cette association, créée depuis mars 2022, recense les cas positifs pour les soutenir à la hauteur du possible. Nous apportons une aide sociale et médicale aux malades les plus démunis. Nous travaillons en partenariat avec le PNLC, le service d'oncologie du CHU de Brazzaville, pour offrir des consultations, offrir des examens et des traitements à coût réduit. Et nous avons pu accompagner près de 50 malades dans leur parcours de soins. L'association Regarde Afrique s'implique également chaque année à parler du cancer aux femmes. Lors de cette grande rencontre, la présidente de l'association Regarde Afrique a appelé les autorités à contribuer à la création du Centre national de radiothérapie. Ce n'est pas un projet de Regarde Afrique, c'est un projet pour tous. Car ce centre répond à un réel besoin au Congo. En nous aidant à construire ce bâtiment, vous faites plus qu'un don, vous offrez la vie. Les sensibilisations se font, mais la résistance au dépistage demeure. C'est le constat de Flore Bantimba, également engagée dans la lutte contre le cancer. Il y a toujours des personnes un peu récalcitrantes, malgré que vous donnez l'information, mais ils ne croient pas à la maladie. C'est une amie avec laquelle on a été au lycée ensemble, qu'on a perdu cette année aussi. Elle avait le cancer du sein, alors qu'elle sait que moi, je travaille dans ce domaine, je fais des sensibilisations. Je lui en avais déjà parlé quand elle venait chez moi. Et quand on a fait Octobre Rose de 2024, elle était là, elle a participé à la sensibilisation. Et quand elle a senti qu'elle avait des douleurs au niveau du sein, elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. La lutte contre le cancer constitue un défi majeur de santé publique. Plusieurs ont été consacrés à la sensibilisation contre cette maladie. Mars bleu pour le cancer colorectal, octobre rose pour le cancer du sein et novembre bleu pour les cancers masculins, prostate et testicules. Septembre nord également consacré au cancer de l'enfant. Alors, pour ça, vous venez de suivre le reportage. Oui. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire, surtout sur l'histoire de la femme qui a été guérie du cancer? Oh oui, c'est une patiente que je connais bien. On connaît bien le service. Alors, vous voyez, par exemple, une chose que j'ai pu relever, c'est elle consulte et on lui propose un parcours de soins sur le plan diagnostic qui part d'une biopsie. Elle refuse parce qu'elle pensait que ça allait faire mal. Et elle va se faire opérer par un chirurgien sans pour autant prendre toutes les précautions. Et c'est 2 mois après qu'elle a les résultats, elle a le temps de faire une récidive. Et ça, c'est la chose à ne pas faire. Ce qu'il faut faire impérativement, c'est quand vous voyez un médecin qui vous donne un parcours de soins, il faut adhérer à ce parcours de soins. Parce que pour faire le diagnostic du cancer du sein, il faut forcément passer par la biopsie,
On prend toutes les précautions pour ne pas qu'il y ait des douleurs, puisqu'on fait de l'anesthésie, on prélève des morceaux de cette boule dont elle parle, donc du nodule, pour pouvoir l'examiner. C'est moins risqué que d'aller opérer, parce qu'en opérant, on peut facilement aggraver la maladie. Donc, vraiment, ça, c'est ce que je voudrais relever d'important. Peut-être que les autres ne feront pas pareil. Exactement. Une fois qu'il y a une boule qu'elles ont remarquée dans le sein, et quand on leur propose de faire la biopsie, c'est exactement le parcours de soins qu'il faudrait accepter, suivre, pour pouvoir poser le diagnostic et faire la part des choses. En 2022-2025, vous avez reçu combien de patients au service de cancérologie au CHU qui sont venus se faire dépister? Se faire consulter ou se faire dépister? Dépister et consulter. D'accord. Alors, parce qu'il faut faire la part des choses. À l'époque, on avait une activité de dépistage qui se faisait 2 fois dans la semaine, les mercredis et les vendredis. À ce moment-là, les dames venaient pour se faire dépister pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus, et pour certaines aussi pour se faire dépister ou faire un diagnostic précoce du cancer du sein. Au jour d'aujourd'hui, cette activité de dépistage, donc que l'on faisait de façon systématique, Ne se fait plus? ne se fait plus. Pourquoi? Bon, très bonne question. C'est une politique managériale. Donc, on verra peut-être dans 2 matins la possibilité que le service puisse relancer ce dépistage. Mais néanmoins, on reçoit les malades en consultation pour tout symptôme, que cela soit une boule dans le sein, que cela soit une douleur dans le sein, que cela soit un écoulement, que ce soit lactescent, que ce soit sanglant ou de liquide clair, on reçoit. Et pour ma part, quand je fais un peu le point sur ce que je reçois comme patient chaque mois, je suis autour de 80 patients que je reçois. Nous savons que le sein demeure l'organe le plus touché. Est-ce que les cas que vous recevez sont en majorité des femmes qui ont développé un cancer du sein? Exactement. Sur à peu près les 34 cancers que moi je reçois, je diagnostique, on va dire, par mois, effectivement, qu'on a plus de femmes que les hommes et même que les enfants. En tout cas, j'ai envie de dire pourquoi le sein est plus exposé au cancer, pas d'autres organes. Alors, très bonne question. Pourquoi le sein est plus exposé au cancer? Ce n'est pas que le sein est plus exposé au cancer. Vous voyez, par exemple, si on prend les 2 sexes confondus par rapport aux habitudes, on va dire, dans le monde, c'est le cancer du poumon qui est le premier cancer parce que les gens fument beaucoup, surtout en Occident. Donc, vous voyez que si on prend le monde, le cancer du sein, il est derrière. Voilà, ça commence par le cancer du poumon. Mais chez nous, par exemple, on ne fume pas. Les grands fumeurs, c'est pas ici. Et donc, on a une épidémiologie qui est beaucoup plus différente que l'épidémiologie des autres. Donc, ce sont nos habitudes, nos facteurs de risque auxquels on s'expose qui justifient qu'il y ait une épidémiologie en rapport avec le sein par rapport à notre contrée. Justement, quels sont les facteurs qui exposent au cancer? Il y a plusieurs facteurs. S'il faut rester sur le cancer du sein, le plus grand facteur pour le cancer du sein, c'est l'hyperoestrogénie. L'hyperoestrogénie, c'est une quantité importante des oestrogènes. Donc, l'oestrogène est une hormone que l'on rencontre souvent chez la femme. C'est l'hormone qui permet de développer les seins de la femme, de réguler le cycle menstruel. Donc, c'est une hormone tellement bénéfique et importante pour la femme. D'accord? Et donc, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient exposées pendant longtemps à cette hormone, notamment lorsqu'elles ont une puberté beaucoup plus précoce, donc ça fait que l'exposition commence très tôt à cette hormone. Lorsqu'elles ont une ménopause beaucoup plus tardive, elles restent encore beaucoup plus longtemps exposées à cette hormone. Donc cette hormone a été incriminée dans la survenue des cancers du sein. Et donc, voilà un facteur qui est très important. Le reste des facteurs, vous voyez, il y a une petite partie. Non, l'alimentation. Le sport reste comme un facteur protecteur pour la plupart des cancers. L'alimentation, oui. L'alimentation riche en graisse animale, en calories, ça reste un facteur de risque. Et ne pas oublier qu'il y a une petite partie des cancers du sein qui sont héréditaires. Et là, il faut rechercher à ce moment-là certaines mutations qui sont transmises par les ascendants. Ce sont des mutations que les Américains appellent breast cancer antigène, donc l'antigène du cancer du sein. Il y en a le 1 et le 2. Lorsqu'on a cette mutation que l'on hérite des parents, on a un risque beaucoup plus important
on va dire, par rapport à une personne qui n'a pas ces facteurs de risque, qui n'a pas cette mutation, on a 35 fois le risque de développer un cancer du sein. Souvent, vous décrivez le fait que les malades viennent souvent à un stade très avancé au CHU, par exemple. Oui, oui, exactement. Les malades, ils arrivent à des stades avancés pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, le système sanitaire au Congo ne permet pas aux gens de venir facilement à l'hôpital. Il faudrait avoir de quoi payer sa consultation, il faudrait avoir de quoi faire face aux ordonnances de prescription médicale pour pouvoir poser le diagnostic et peut-être arriver jusqu'au traitement. Et donc, ça, c'est un frein. De l'autre côté, il y a les barrières culturelles. Nous avons publié un travail sur l'impact culturel dans la prise en charge des cancers en Afrique et on s'est rendu compte que les Congolais, puisque c'est une étude faite au Congo, au Gabon et au Niger, qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on est malade? On va voir le féticheur. Rapidement, tout le monde, réunion de famille, c'est le féticheur. Quand ça ne va pas, on va d'abord à l'église. Vous voyez un peu le trajet, c'est ça l'itinéraire thérapeutique. On va à l'église et quand tout ne marche plus, c'est à ce moment-là qu'on va au dernier recours à l'hôpital. Et là, vous savez que plus on diagnostique à temps, on a plus de chances de guérison. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont des stades. Alors, professeur, quand vous avez prescrit des examens et quand vous avez des résultats en face de vous, la personne la personne développe bel et bien le cancer, est-ce qu'il y a un suivi psychologique que vous proposez aux malades parce que la maladie ne s'accepte pas facilement encore dans notre société? Exactement, que c'est une maladie déjà qui dans l'imaginaire de l'humain, dès qu'on parle de cancer, on voit la mort. Pense à la mort. Vous voyez un peu? Alors, un patient doit être pris de façon globale. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que l'on puisse mettre en place ce qu'on appelle le cadre d'annonce et créer un dispositif d'annonce au diagnostic du cancer. Cela permettra à ce moment-là de minimiser, si vous voulez, l'impact psychologique qu'on peut avoir lorsqu'on annonce un diagnostic de cancer. Dans notre service, nous avons un psychologue. Et donc, normalement, lorsqu'on fait l'annonce diagnostique, il y a un dispositif que l'on met en place avec les différents temps d'annonce diagnostique qui se résument en 4. Et lorsqu'on suit bien ces temps d'annonce diagnostique de cancer, ça permet aux malades de pouvoir adhérer, accepter et qu'il n'y ait pas une cascade de détresse psychologique qui puisse se suivre. Et donc, le médecin, il fait son annonce, il laisse le relais à l'infirmière d'annonce, puis le psychologue prend le relais. Vous voyez un peu, donc, c'est une chaîne comme ça, lorsqu'on veut annoncer et on veut faire entrer le patient dans un parcours de soins convenable, on prend tous les acteurs qui gravitent, notamment le psychologue, surtout, pour pouvoir aider à mieux accepter la pathologie, parce que l'acceptation de la pathologie permet au patient de rentrer ou d'adhérer au plan de soins que l'on va lui proposer. Sinon, on aura une difficulté. Et là, on va créer une bonne relation patient-malade, patient-médecin pour pouvoir avancer dans ce parcours de soins. C'est vrai que le taux du cancer du sein chez l'homme est encore faible, 0,5 voire 1%. Est-ce qu'au Congo, vous avez déjà reçu des hommes qui ont développé le cancer? La journaliste voudrait qu'il y ait plus d'hommes qui puissent développer un cancer du sein. C'est pas ça. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Le cancer du sein, chez l'homme, oui, c'est 0,5 à 1%. Ça, c'est logique. On a les seins comme vous les femmes, mais on n'a pas les seins autant développés. Je vous ai dit qu'il y a un facteur de risque qui est important, c'est l'hyperoestrogène. D'accord? L'homme, il a beaucoup plus les androgènes qu'il sécrète comme hormones par rapport aux oestrogènes. D'accord? Et de l'autre côté, il y a aussi peut-être l'implication de cette mutation que j'ai parlé, la mutation BRCA1, BRCA2, qui justifie que les hommes puissent développer un cancer. Effectivement, on ne développe pas beaucoup plus de cancer du sein que les femmes. Donc, c'est un taux qui restera comme ça. Dans ma pratique, oui, je peux comme ça me dire qu'il y a peut-être près de, on va dire, de 2000, parce que j'ai commencé ma spécialité en 2009, donc de 2009 à 2013 où j'ai soutenu jusqu'à maintenant où je continue à pratiquer, j'ai peut-être eu à recevoir 20. 20? Oui. Qui ont développé le cancer? Oui, exactement. De quel organe? Suivi pour cancer du sein. On parle du cancer du sein chez l'homme, là. Suivi pour cancer du sein. Au moins 20 ans.
Mais on parle aujourd'hui aussi de la prostate. Oui, le cancer de la Novembre prostate, ça c'est le cancer, le premier cancer chez l'homme. Et on est autour de, par année, hein, on est autour de 450 cas à peu près. Donc non, moi je vous dis pour le cancer du sein, puisque la question, elle parlait du cancer du sein chez l'homme, mais le cancer du sein chez l'homme, c'est 0,5 à 1%. Et dans ma pratique, comme je vous disais, donc de 2009 à maintenant, j'en ai peut-être eu 20. Et parlons du processus du traitement. Comment ça se passe? Le malade commence par quoi? Alors, pour le traitement, ça dépend du stade. Ça dépend du stade. Il y a des stades pour lesquels on va faire un traitement. Alors, je vous explique en ce sens. Les traitements de cancer se classent en deux. Il y a les traitements qui sont des traitements locaux. D'accord? Dans ces traitements, on a deux. On a la chirurgie, qui est le premier traitement des cancers. Qui consiste à faire quoi? La chirurgie, c'est aller enlever soit l'organe, soit le cancer là où il se trouve. On peut faire une chirurgie qui conserve l'organe. Si on prend l'exemple du sein, on peut laisser le sein pour n'enlever que la partie tumorale, donc la partie où il y a le cancer. C'est une chirurgie conservatrice. De l'autre côté, on peut enlever tout le sein. C'est une mastectomie, donc une chirurgie radicale. D'accord? De l'autre volet de traitement, qui est un traitement leucorégional aussi, c'est la radiothérapie. Voilà les deux traitements qui sont leucorégionaux pour les cancers. Mais à l'opposé, il y a des traitements systémiques, donc des traitements qui prennent le corps en général. Ces traitements, c'est la chimiothérapie, c'est l'hormonothérapie. Ce sont les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, c'est des médicaments qui vont cibler une anomalie dans les cellules cancéreuses et ces médicaments vont aller détruire ces anomalies-là. Donc, ces traitements qui sont meilleurs que la chimiothérapie parce que la chimiothérapie, elle attaque non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules qui sont normales. D'où les effets secondaires importants que l'on observe lorsqu'on fait des chimiothérapies. Et aujourd'hui, on a créé autre chose. Alors ça, c'est intelligent. C'est l'immunothérapie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque on observe un bout de cancer au microscope, qu'est-ce qu'on voit? On voit des globules blancs qui sont normalement les cellules qui défendent notre organisme contre les agents extérieurs ou les agents qui sont anormaux. Mais on voit que ces globules blancs gravitent autour du cancer sans pour autant les attaquer. Vous voyez un peu, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, madame, il se passe que les cellules cancéreuses super intelligentes produisent des substances qui empêchent les globules blancs de les attaquer. Et quand les chercheurs ont regardé, ont compris le mécanisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des molécules, donc de l'immunothérapie. Ces molécules vont aller activer les globules blancs pour que les globules blancs puissent attaquer le cancer. Et vous voyez que là aussi, le profil de tolérance pour les effets secondaires est meilleur. Et parlons de la chimie, on parle de séances. On en fait combien par mois ou par année? Alors, c'est pas forcément par mois, par année. Oui, par mois, ça dépend du protocole que l'on a défini. Ça dépend du stade de la maladie. Tous les malades ne bénéficient pas forcément de la chimiothérapie. Je vous ai dit que lorsque le cancer est au début, une chirurgie, une radiothérapie peut suffire. D'accord? Mais pour les patients qui reçoivent de la chimiothérapie, et là, ça dépendra du protocole, ça dépend de l'organe, du protocole. Est-ce que je vais faire un protocole ou je vais administrer le médicament toutes les semaines? Est-ce que je vais faire un protocole où je vais administrer le médicament toutes les 2 semaines? Est-ce que je vais faire un protocole où je vais administrer le médicament toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines? Donc ça dépend du type de cancer, de l'organe et du stade d'évolution avec l'objectif attendu lorsque le médecin reçoit les malades. Alors, toutes ces séances peuvent coûter au moins combien? Là aussi, ça dépend du protocole. Les séances, dépendamment, on va dire, si prenons le cancer du sein, on va rester sur ça, plusieurs protocoles peuvent être utilisés. Ce que nous utilisons ici sont des protocoles qui soient associés 2 molécules ou des protocoles avec une seule molécule. On peut aller à 3 molécules. Alors, vu que le tout est à la bourse du malade, lorsqu'on fait un protocole simple que l'on appelle le protocole AC, qui va associer 2 médicaments, ça peut coûter une séance de chimiothérapie pour ce protocole peut aller à autour de 100 000 francs. Et le malade devrait en recevoir 4. Et donc, ça lui fait 400 000. En l'espace de combien de temps? Toutes les 3 semaines, il devrait recevoir ce même protocole qui lui fera 400 000 francs, en gros, on va dire. Puis, il faut passer à un autre type de protocole, dépendamment du profil moléculaire, donc
du sous-groupe du cancer que le malade a, on peut choisir un protocole qu'on appelle carbotaxol, qui associe des médicaments, ou du docetaxel, qui est une molécule qui vient seule. D'accord? À ce moment-là aussi, le coût va changer. Maintenant, si la malade a dans son cancer une protéine qui est surexprimée, d'accord? Cette protéine qui est surexprimée, qu'on appelle le HUR2, qui est surexprimée, ça fait que le malade soit répondeur à un traitement qu'on appelle thérapie ciblée. Parce que c'est une anomalie qui est présente dans son cancer. Et donc, il faut apporter la thérapie ciblée, c'est un anticorps monoclonal, qui va aller cibler l'altération que l'on a vue. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ce que faut toujours remercier le gouvernement pour ce qu'il fait, ils ont signé un partenariat avec un laboratoire qu'on appelle le laboratoire Roche. Donc, le gouvernement a fait venir ces médicaments qui ciblent cette anomalie, donc le HUR2, cette protéine qui est surexprimée dans les cancers du sein, et ça coûte excessivement cher. Mais aujourd'hui, les patients bénéficient de ce traitement gratuitement. Donc, c'est vraiment l'option que le gouvernement a pu faire. Mais pour la chimiothérapie classique, les malades sont obligés d'acheter, et lorsqu'ils surexpriment cette oncoprotéine, à ce moment-là, on leur fait l'apport gratuitement. Parce que s'il faut l'acheter, ils sont c'est pas à moins d'1 million pour acheter cet anticorps. Donc, vous voyez un peu, c'est assez compliqué. Donc, donner un prix comme ça là pour dire chimiothérapie. Donc, chimiothérapie, c'est vaste. C'est comme aujourd'hui, je vais dire, je vais prendre un antipalustre. Mais un antipalustre, ça peut être de la quinine, ça peut être, voilà. Donc, vous voyez, les noms vont être différents et chacune des présentations a son prix. Donc, c'est pareil. Et au CHU de Brazzaville, vous ne faites pas de la radiothérapie. Les malades doivent sortir du pays. Est-ce que vous sentez ce poids en tant que médecin? Comme je vous l'ai dit, madame, les traitements de cancer sont en deux catégories. Les traitements locaux-régionaux, chirurgie, les chirurgiens on en a, radiothérapie. Alors, c'est un maillon important dans la prise en charge. Vous avez les compétences au CHU. Exactement. On a les compétences au CHU pour pouvoir opérer les cancers, mais on a aussi des compétences pour pouvoir utiliser les appareils de radiothérapie. On a un radiothérapeute, le Bossango est pas là, qui est radiothérapeute, mais il n'a pas son outil de travail. Il n'a pas son outil de travail. Et effectivement, nous, ça nous dérange beaucoup. Pour la simple raison, vous avez une patiente qui a un cancer du col de l'utérus, pour lequel il faudrait faire la radiothérapie parce que c'est vraiment un traitement qui est incontournable pour ce type de cancer. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez une patiente qui a un cancer du sein qui s'est fait opérer, puis il faut lui faire la radiothérapie, on n'en a pas. Donc, vous voyez que la radiothérapie, c'est un maillon important et ça nous manque scrupuleusement. Et donc, si on peut profiter de votre tribune pour dire que faisons un effort pour vraiment apporter cette radiothérapie au Congo, cela aiderait beaucoup de patients. Et ceux qui voyagent payent au moins combien? Alors, ceux qui voyagent, dépendamment du pays où ils vont se rendre, à Kinshasa, la radiothérapie varie de 3600 dollars à 4750 dollars. Donc, dépendamment de l'organe. En francs CFA, on est autour de 2 500 000, on va dire à 3 500 000. Donc, vous voyez, et ça, c'est dépendamment de l'organe. Le col a un prix, le sein a un prix, la prostate a un prix, le poumon a un prix. Bref, ça change. Dépendamment du pays où on va se rendre, le prix de la radiothérapie sera beaucoup plus important, sans compter que ça, ce n'est que le traitement. Mais vous devez payer le billet d'avion. Exactement. Vous devez payer le logement. Vous devez faire des bilans sur place. Vous devez manger. Vous devez vous déplacer. Ça fait beaucoup de choses. Et quand on parle de la prévention du cancer, on conseille souvent aux femmes de faire de l'autopalpation, mais cela, on dit souvent qu'il faut sucer les seins. Est-ce que ça aussi, c'est une recommandation médicale? Alors, je vais essayer d'éclaircir ça. Alors, quand on parle de prévention, donc ça reste un peu le dépistage. Donc, on demande aux dames de faire l'autopalpation. Alors, l'autopalpation, ce n'est pas le dépistage, d'accord? L'autopalpation, c'est essayer de retrouver une boule qui est petite, d'abord permettre aux femmes de mieux comprendre, mieux connaître leur sein, essayer de repérer facilement une anomalie qui permettra que l'on puisse diagnostiquer à temps le cancer. Donc, l'autopalpation permettra
de faire un diagnostic précoce. Parce que lorsqu'on parle de dépistage, qui est la prévention secondaire pour le cancer du sein, l'examen que l'on recommande aux dames de faire, c'est la mammographie. La mammographie va se faire chez une dame qui a, à partir de 50 ans, qui n'a pas un autre problème que son âge, qui n'a pas de boule, qui n'a pas de douleur. On va aller rechercher, on fait une radio, on envoie les rayons, on aura le cliché et on va regarder s'il y a des anomalies qui n'ont pas encore formé une boule. Et on va aller biopsier ces anomalies-là pour voir si ces anomalies nous orientent vers une pathologie cancéreuse. Ça reste un dépistage. Maintenant, je viens à ce que vous venez de le dire. Non, ce n'est pas une recommandation médicale. Il ne faut pas considérer ce que Clémentine de ma famille dit. Go, il faut sucer mes seins parce que c'est le dépistage. Non. Sucer les seins, je vais vous expliquer le problème. Lorsqu'une femme est enceinte, elle produit beaucoup plus de prolactine. On en a parlé tout à l'heure. Cette prolactine-là qui va permettre que la femme puisse sécréter le lait. D'accord? Et lorsque cette prolactine est sécrétée en grande quantité, elle agit beaucoup plus sur les seins différemment à l'opposé des oestrogènes. Et donc, ce qui va faire que on aura moins d'influence des oestrogènes sur le sein. Et donc, le fait que l'enfant va téter, ça va permettre qu'il y ait production de lait. C'est cette production de lait parce que l'enfant est en train de téter qui stimule encore une production de prolactine et qui protège la femme en réduisant l'influence des oestrogènes. Or, une femme qui n'est pas enceinte, pour son propre plaisir avec son mari, ils peuvent sucer les seins du matin au soir, ça ne leur protégera pas contre le cancer du sein parce qu'il n'y aura pas une hyperproduction de la prolactine et qui justifiera la production de lait. Professeur, d'après quelques recherches faites, il y a plusieurs mois qui permettent de sensibiliser au cancer, mais on ne fait que du bruit autour d'Octobre Rose. Il y a Novembre Bleu, il y a aussi Mars. Pourquoi juste Octobre Rose? Très bonne question. Pourquoi les hommes se mobilisent toujours pour les femmes? Vous voyez? Aujourd'hui, vous l'avez dit, Octobre Rose, oui, on a fait du bruit. Oui, la femme est consommée. Novembre Bleu, vous l'avez dit, cancer de la prostate. Mais la mobilisation n'est pas aussi grande que ça. Alors, pourquoi les gens ils font ce choix? Mais parce que le plus souvent, il faut protéger les femmes. Le plus souvent, il faut penser à la femme. Le plus souvent, il faut aider la femme. Et quand on regarde un peu sur le plan démographique, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, je suppose que c'est pour ces raisons que les gens ils se mobilisent beaucoup plus pour le cancer du sein. Après, n'oublions pas que le sein, c'est l'organe de la féminité. Le sein, c'est l'organe de l'esthétique. C'est l'organe de l'estime de soi. C'est un organe de nutrition pour l'enfant. Mais c'est aussi un organe sexuel pour la femme. Et donc, vous voyez que, comme on dit, hein, la femme, c'est elle qui peut gérer le monde. Et lorsque on peut prendre soin de la femme, on a pris soin du monde. Une dernière question. Allez-y. À quand le vaccin contre le cancer de l'utérus chez l'enfant? Alors, le vaccin pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus, donc pour le human papillomavirus, aujourd'hui, bon, je me permets peut-être de le dire, puisque on a déjà fait l'atelier, le gouvernement est en train de, à travers le programme élargi de vaccination, hein, le nouveau directeur, il est en train de se battre pour que l'on puisse intégrer ce vaccin dans le programme élargi de vaccination. Et je pense que avec l'évolution des choses, on est en bonne voie pour que ce vaccin puisse arriver et rentrer dans le programme élargi de vaccination. Merci, professeur, pour tous les éléments d'information. Merci à vous. Je rappelle que nous avons reçu le professeur Alexis Bolenga. Il est cancérologue au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Avec lui, nous avons parlé du cancer, la problématique d'accès au traitement en République du Congo. C'est la fin. Au revoir. Prenez soin de vous. À très bientôt.